Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Vous le savez, chez Milkshaker, on casse le cou aux idées reçues pour vous rendre la vie plus simple et vous donner toutes les clés pour faire des choix éclairés. Et comme j'avais Marie Ruffier-Bourdet à l'autre bout du micro pour parler de la préférence sein solide dans l'épisode 67, je lui ai demandé un peu de rab. J'ai voulu en savoir plus sur les idées reçues que je vois circuler autour de la DME, alias la diversification menée par l'enfant, qui consiste à démarrer la diversification directement avec des morceaux, bien cuits évidemment, et que bébé pourra attraper seul. Alors pourquoi se dit-il que c'est la meilleure méthode ? On la somme même d'être plus respectueuse de l'enfant. Qu'entend-on par là et est-ce vrai ? Doit-on choisir entre les purées et les morceaux, au soi-disant risque que mon bébé s'étouffe si je lui donne les deux ? Marie, je vous rappelle, est ergothérapeute et spécialisée dans les difficultés alimentaires des tout-petits, et c'est donc elle qui va répondre à ces interrogations et injonctions que l'on voit circuler sur ce mode de diversification. Je vous souhaite une belle écoute. Marie, on se fait un petit point DME, parce que Milkshaker adore casser les idées reçues ou les remettre en question et voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans ce qui se dit, ce qu'on entend. Et moi, mon but premier, c'est que les parents soient pas paumés au milieu de tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils entendent un truc et son inverse, et comment s'y retrouver entre les deux, quand de surcroît, parfois, c'est même des pros qui disent l'inverse les uns des autres. Alors, je voulais qu'on fasse un petit point DME, parce que c'est ta spécialité, l'alimentation, et que tu nous dises ce que tu penses de ce qui se dit sur la DME. Moi, ce que j'entends très régulièrement, c'est la DME, c'est la meilleure des diversifications, entre guillemets. Voilà, c'est la plus respectueuse de mon bébé. Il va se débrouiller tout seul, il va choisir ce qu'il met à la bouche, ce qu'il ne met pas, quel aliment il veut pas. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai pas fait la DME, ça existait, oui, quand mon fils... on en parlait déjà quand mon fils est né. Mais ça m'a semblé être un truc lourd dans mon quotidien. J'ai repris le boulot à 4 mois et je me suis pas vue faire ça. Donc il a mangé des morceaux à côté de ses purées parce que je trouvais ça cool de lui présenter un morceau. Mais je l'ai pas fait, et pour une grande raison, c'est que je me suis dit ça a l'air compliqué et trop restrictif. Pourquoi j'ai pu me dire ça ? Mais tu t'es dit ça à juste titre, je pense, parce que la DME est plein d'injonctions et de choses qu'il faut faire et d'autres qu'il faut surtout pas faire. Alors, l'idée est bonne à la base, de laisser l'enfant mettre à la bouche tout seul et d'explorer les aliments qu'on va lui proposer. Ah bah oui, sur le papier, c'est nickel. Sur le papier, c'est super. Mais en pratique, déjà, tu as des bébés qui sont différents, tu as des capacités qui sont différentes, tu as des mamans qui ont des besoins différents, et chaque maman a ses limites aussi et ses envies. Et en plus, l'ADME, je suis désolée, c'est pas la meilleure méthode pour diversifier ton enfant. Alors, je vais peut-être casser des mythes, me mettre des gens à dos, parce que y a des enfants où l'ADME, ça sera pas OK. Si on se réfère au développement, tu vois, au recul du nauséeux sensitif qui est vraiment postérieur vers 9 mois, il y en a, ça va peut-être trop tôt de proposer les morceaux à la station 1-6 parce que le nauséeux peut-être sera encore un peu présent. Et c'est OK, et ils auront un super développement. Et donc, c'est un peu agaçant que dans cette jungle de la parentalité, on ait des injonctions sur des soi-disant meilleures méthodes
alors que la meilleure méthode de diversifier ton enfant, c'est la méthode qui va lui convenir à lui. Donc toi, comme tu dis, la méthode de laquelle qui t'a convenu, c'est de lui proposer des purées et de lui mettre des morceaux à côté, parce que ça t'allait bien dans ton fonctionnement, et lui, du coup, ça lui allait bien. Et donc, c'était votre meilleure méthode. Et donc, le fait de se retrouver en tant que parent un peu, tu vois, moi, je m'imagine là dans ma tête une jungle où tu dois pousser ce qui est faux, garder ce qui est vrai, et en même temps, t'as pas forcément toutes les informations pour le faire. Donc du coup, tu vas suivre stricto sensus la DME et après tu vas arriver dans un cabinet parce que ton enfant mange pas de yaourt parce qu'il a jamais mangé de yaourt. Alors, tu vois, je schématise, je grossis le truc, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, à être extrémiste Mm. dans un sens, eh ben du coup, tu en viens limitatif dans le développement de ton enfant. Oui, d'accord. Ça peut même aller jusque-là, quoi. Bah, moi, j'ai eu un cas, effectivement, où la maman est venue consulter parce que l'enfant ne mangeait ni purée, ni yaourt, ni compote, parce qu'elle avait suivi stricto sensus, ce qu'on lui avait dit, c'est-à-dire pas de purée pour le coup, c'est ce qu'on lui avait dit. Pas de purée, pas de mixé, quoi. Que des morceaux. Ok. Ouais, alors que c'est bon, la purée. À l'âge adulte aussi. Ah, c'est bon, et puis bah, tu fais comment une purée saucisse tu demandes qu'on te l'écrase pas et qu'on te donne des carrés de pommes de terre. Tu vois, c'est compliqué. C'est pas pratique au resto. Non, c'est pas pratique. Et ni à la cantine d'ailleurs, parce qu'à la Oui. cantine, les enfants, ils vont avoir de la purée, ils vont avoir de la compote, ils vont avoir des morceaux, ils vont avoir du risotto, ils vont avoir des purées et des morceaux, enfin, Oui. et que du coup, il va falloir qu'ils aient découvert tout ça en fait. Oui, donc quoi qu'il arrive, le mieux en fait, c'est que d'une façon ou d'une autre, mais tout style d'aliment, toute texture d'aliment, toute forme d'aliment puisse être géré par une bouche. Mais oui, mais c'est ça la découverte, c'est que et ce qui s'applique dans la motricité libre, tu vois, tu vas pas restreindre. On enlève tout ce qui restreint l'enfant dans la motricité libre. Et en DME, on va le restreindre. Donc, pas de cuillère, ne donne pas à toi-même à la main, pas de purée. Et donc là, tu te dis, il y a quand même deux mondes qui sont très différents. D'un côté, on nous dit que l'enfant doit explorer, et de l'autre, en fait, il doit explorer, mais avec des règles assez précises. D'accord. Donc, il y a un truc qui fonctionne pas, en fait. Ok. Pourquoi on dit que c'est plus respectueux de l'enfant? En quoi le fait de... C'est par rapport au fait qu'il décide ce qu'il met à la bouche, etc. Ça, c'est plutôt intéressant comme histoire. C'est plutôt intéressant, mais tu vois, moi, c'est la genre de petite phrase qui m'agace dans les livres DME ou quand je vais lire. Du coup, la DME respecte le rythme de l'enfant. Genre, si tu fais pas la DME, tu te transformes en gaveur d'oie, quoi. Et tu gaffes ton enfant. Tu vois, moi, c'est un peu l'image que j'ai, tu vois. Et donc, je me dis, mais c'est vachement violent, en fait, parce que tu fasses la DME ou une autre méthode, bien sûr que tu respectes ton enfant et sa sensation de faim, satiété. C'est-à-dire que même s'il finit pas son biberon, je prends pas un auto-noir pour lui mettre les 110 millilitres qu'il a pas pris, quoi. Arrête, Enfin, c'est horrible, ça me fait tu sais, ça penser à l'épisode paraît... de la maman là, qui est partie adopter ses enfants au Maroc. Et en fait, elle expliquait qu'il y avait un biberon hyper ouvert, comme ça, qui était accroché au berceau et que les bébés, en fait, étaient quasiment gavés. Et je me souviens, Ah ça ouais, bah m'avait voilà. foutu la chair de poule. Ouais. Mais tu vois, c'est en ça que moi, cette phrase me gêne, parce que du coup, on en est à se dire que en tant que maman, si je me mets avec ma casquette de maman, je me dis, oh là là, mais j'ai gavé mes enfants, j'ai pas respecté leur rythme. Alors que à la cuillère, ton bébé, s'il veut pas, il va tourner la tête, il va fermer les lèvres, il va te balancer la cuillère, il va te cracher à la figure, enfin bref, il a mille et une façons de communiquer avec toi qui veut pas continuer à manger, quoi. Donc, la chose, c'est d'apprendre aux parents à observer les signes de faim et satiété de leur enfant. Et ça s'applique en DME et dans toutes les autres méthodes, en biberonnage, en allaitement, enfin partout quoi. Donc ça m'agace un peu parce que effectivement, il y en a qui respectent soi-disant, il y en a qui respectent pas, alors que c'est quelque chose de complètement faux. Mhm. Et je vais pousser un peu plus loin. On va peut-être déchaîner les foudres, Ah, euh, je suis quelqu'un de calme, hein. mais, mais dans le sens où la DME, pour moi, tu ne respectes pas ton enfant si à un moment donné il s'arrête de manger parce qu'il est fatigué d'utiliser ses mains. Parce qu'on se rappelle quand même que les mains sont matures assez tardivement et que le bébé est malhabile et que ça lui coûte de l'énergie d'aller attraper aussi tout seul. Hein. On le voit comment il galère des fois et que Ouais. c'est pas si simple que ça d'orienter son geste. Donc il y a des fois le bébé il peut s'arrêter parce que juste il est fatigué et qu'il n'arrive pas à attraper un truc. Et donc il serait quand même pas bienvenu de se dire non, bah, il a certainement plus faim, alors que peut-être qu'il a encore faim,
mais juste, il a besoin que maman attrape l'aliment et lui propose parce qu'il n'a plus la force de l'attraper lui-même ou de manipuler la cuillère, d'accord? La manipulation des outils, c'est mature à 7-8 ans. Donc, on imagine bien que le bébé qui commence à 6 mois, ça va pas être hyper mature et ça va lui coûter beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait, cette histoire. C'est pour ça que mon D'accord? fils a 3 ans et Euh, demi, il veut que je lui donne à manger. mais tout à fait, c'est qu'il y a des fois, ils sont tellement crevés que, bah ouais, ils vont vouloir qu'on leur donne à manger. Et c'est normal, hein, la maman chat avec ses bébés chats, elle les aide et elle les met dehors quand ils sont matures. Et nous, nos petits hommes, ben, ils mettent du temps à être matures et à pouvoir gérer tout seuls. Beaucoup trop Donc de c'est temps. pour ça que voilà, donc là où je dis que je peux déchaîner les foudres, c'est que pour moi, en fait, on ne va pas respecter la faim à la satiété. Si on se dit, ben, il veut plus manger, c'est qu'il a plus faim, alors que peut-être on n'a pas observé les signes de motricité de notre enfant et se dire, en fait, il a encore faim, mais il veut que je l'aide. Ouais, donc attention à ça, ouais, tout à fait, c'est intéressant ce que tu Ben oui, dis. Ouais, parce que très difficile de déceler si c'est la fatigue ou plus de faim, finalement, bah, si on bah oui, n'essaye pas autre bah oui, chose. Ouais. bah oui, ouais, totalement. Et puis, tu vois, je vais te donner un cas clinique qui m'est venu, que j'ai accompagné en visio sur le site, où un bébé, effectivement, qui jetait. C'est-à-dire que la maman a amené l'assiette en DME et parce que je travaille beaucoup en vidéo lors des accompagnements et donc du coup tu le vois prendre la carotte 3 fois, l'écraser 3 fois et puis jeter son assiette parce qu'en fait tu sais il la prend, elle s'écrase donc il a rien à manger et ben il a faim lui donc à un moment il dégage le truc parce que Ouais, d'énervement et ben de frustration. Hmm. ouais, ouais, ouais. Donc c'est en ça que je dis aussi que c'est intéressant d'observer le bébé et de voir ses capacités et de s'adapter à ses capacités. Et que je pense que si la maman lui avait donné pour lui mettre à la bouche, il aurait mangé sa carotte. Euh, Revient souvent aussi l'idée que si on fait de la DME, on ne peut pas on ne peut pas donner de purée en même temps. Est-ce que c'est aussi strict que ça dans la réalité, dans les fonctions motrices et orales d'un bébé que si on fait la DME, faut pas donner les purées. Il y a ces histoires de sinon son réflexe nauséeux, il va le perdre, je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs qui circulent parfois. On se demande un peu d'où ça sort. Qu'est-ce que t'en dis de tout ça? C'est complètement aberrant parce que, c'est une méconnaissance des gags réflexes, puisqu'il y en a 7. Donc ça veut dire que moi, souvent, quand quelqu'un m'amène cette chose sur le tapis, je lui demande de quel gag réflexe il parle. Et là, souvent, c'est compliqué parce que bah, y a pas la connaissance et que c'est des gens qui ont dit que, enfin, tu vois, c'est un peu le téléphone arabe, quoi, qui s'est mis en place et comme on dit et que du coup, quand ça t'arrive aux oreilles, ben, c'est un peu déformé et personne ne sait pourquoi on dit ça en fait. En gros, quand tu vas donner de la purée à ton bébé, il faut désensibiliser sa bouche ou la sensibiliser correctement. J'aime pas trop le mot désensibiliser, mais c'est celui qu'on emploie un peu couramment. Donc l'idée, c'est de lui donner des hochets, des goûts, des textures pour que sa bouche s'habitue. Donc tu as envie et tu dois avoir fait reculer le nauséeux sensitif pour le passer au morceau. Mhm. D'accord? Donc dire que la purée va faire reculer le nauséeux, chouette, ça va l'aider au passer au morceau, tu vois. Et donc les gens confondent le nauséeux de sensitif avec le nauséeux de timing, alors que le nauséeux de timing, c'est le nauséeux où quand tu essayes de gober un gros cacheton de médicaments, Mm. si t'as pas mis assez d'eau, en tout cas c'est mon cas, je suis à 2 doigts de vomir, tu vois. Ouais. Donc parce qu'en fait c'est ton nauséeux de douane, tu vois, il fait la douane et si t'es pas mâché, bah tu passes pas en fait. Et celui-là, il est tout le temps présent, donc en gros, il ne reculera jamais. Tu vois, il sera toujours là pour protéger nos voies aériennes de ce qui est pas assez mâché entre guillemets. Donc voilà, donc il y a cette méconnaissance où du coup on pense que si on donne de la purée au bébé, ça va faire reculer son nauséeux, bah soit tant mieux, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qu'on veut quand même, c'est que le nauséeux sensitif ne perdure pas dans la partie antérieure de la bouche. Et puis surtout, c'est méconnaître les capacités de l'enfant. Quand tu sais qu'un enfant, il est capable de discerner le lait maternel de sa mère d'un autre lait maternel, comment il ferait pas la différence entre de la purée et un morceau? Enfin, c'est pas possible en fait. Il a des capacités sur sa langue avec des cellules qui vont prendre la pression, le goût, la température, qui vont lui permettre de dissocier les deux. D'accord? Donc c'est pas fondé en fait sur le développement de l'enfant.
Et par contre, ça met les parents ont peur, quoi, parce qu'en gros, ils se disent qu'ils peuvent pas donner de la purée et des saucisses. Or, il va bien falloir que l'enfant il apprenne à manger de la purée et saucisses, quoi. Quand tu vas au flunch, tu fais comment? Tu Bah, vas pas, parlons-en tu du vois, flunch. hein? Comment on fait? Non mais comment tu fais s'il veut de la purée saucisse? Tu dis bah non chérie, tu prends Ouais. des frites parce que de la purée c'est de la purée, tu peux pas associer avec des saucisses. Ouais, moi je lui mets Bah des si, haricots il peut. verts, hein, on n'en parle plus. Pas des frites. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pas de la purée d'haricots verts, j'espère, parce que sinon t'es à deux doigts de le tuer, hein, quand même. Bah, plus Faut les savoir. fils dedans, là, ouais, Ah bah là c'est mort. Ouais, non là là ça pue. c'est foutu. Ouais. Euh, Donc voilà. ok, mais du coup, est-ce que. Parce que là, donc l'ADME, très bien, c'est d'aller directement vers les morceaux. Alors on sait qu'ils sont très cuits, qu'en fait, à la pression, ils deviennent un peu purés dans la bouche, hein, soyons honnêtes, quand ils viennent les mastiquer, même sans dents. Euh, mais finalement, bah, fonction des bébés, mais sur un bébé sans difficulté, faire purée puis morceaux ou faire purée et morceaux ou faire que morceaux, finalement, ça n'a aucune espèce d'importance, on pourrait dire. Non, non, la seule importance qu'il y a, c'est que l'enfant soit en morceaux à 9 mois, tu vois. Oui, Et ça, voilà. c'est les études qui nous disent que effectivement, le fait d'introduire les morceaux précocement, eh ben, on va permettre d'ouvrir son panel alimentaire. Mais que tu donnes un peu de purée, plus les morceaux, que à partir du moment où il tient assis, il a des purées parce que c'est un enfant qui a faim et que après il ait ses morceaux à côté. Il y a rien qui nous dit de pas le faire. Et en même temps, depuis la nuit des temps, on le fait et tout se passe bien. Et on n'a pas une mortalité infantile énorme non plus, hein. Donc, j'ai envie de Voilà. dire, ça va. Voilà, donc on peut se rassurer avec ça. On serait plus très nombreux sur Terre si on n'avait pas. Non, on aurait éliminé beaucoup, beaucoup d'enfants, en fait, si Ce c'était qui ferait pas dangereux. beaucoup d'adultes finalement à la fin. Bon, Ce qui ferait pas beaucoup d'adultes. Ouais, passons sur cet interlude épidémiologique. c'est ça. Un peu trash, mais Non, mais alors du coup, parce que moi, tu vois, avant d'avoir un bébé, pour moi, il y avait un truc dans la diversification qui était les purées qui sont lisses, et puis après on les fait un peu moins lisses, et puis après on les fait grumeleuses, et puis après on fait des morceaux. Ça, hmm. quel intérêt ça... Enfin, pourquoi on faisait ça? Est-ce que ça a un intérêt? Parce que, tu vois, chez un Euh, bébé qui a une difficulté, ce truc, tu vois, c'est comme si c'était plus simple de passer d'une texture à l'autre. Mais moi, parfois, je dis aux hmm, hmm. patients, quand ils me disent, oh là là, la purée, je l'ai moyen mixée, il a pas du tout supporté, il m'a fait un nausée, je dis, attendez, bah, soit vous lissez les purées, soit mettez-lui un vrai morceau, il voit ce que c'est, il le prend dans la main, il le met à la bouche et il gère lui-même. Est-ce que c'est intéressant de leur dire ça? Oui, alors un bébé qui va bien, la gradation des textures, ça va pas lui poser de problème. Ouais. Et tu vois, cette gradation des textures, on la recommande entre 6 et 9 mois. Ça veut dire que de 4 mois révolus à 6 mois, on est en mixé lisse fin, mais assez rapidement, il faut donner de la texture à ta purée. Mais il y a des enfants, comme tu le dis, qui vont préférer être très clairs dans les textures. C'est du mixé ou c'est du morceau, mais le mix des deux, c'est pas possible pour eux. Et ça, c'est montrer D'accord? une Donc difficulté aussi? ça peut montrer une certaine. Ça peut, c'est-à-dire que moi, cliniquement, je trouve que c'est les enfants qui sont beaucoup plus sensibles, effectivement, qui vont passer là-dessus. Les enfants qui n'ont pas du tout de difficultés alimentaires, Ils tu s'en peux foutent. leur donner à peu près tout, ouais, tout passe, quoi. Un Ok, baby chef, un truc maison, ils s'en foutent. ok. Donc en gros, mon bébé n'a pas de difficulté, tout doit passer. Si ça passe pas, alors si on s'en sort avec le quotidien est facile en faisant un coup purée, un coup morceau, un coup purée, un coup morceau, finalement, peut-être que c'est pas si grave qu'il veuille pas de grumeleux. Mais en tout cas, il faut d'une Non. façon ou d'une autre qu'à 9 mois, on ait réussi à passer au morceau. Oui, exactement. Ça, c'est le plus important, et quelle que soit la méthode que tu utilises, en fait. Ok, très bien. Euh, on dit aussi de la DME que finalement c'est plus simple parce que, alors moi je partage pas cet avis parce que, mais c'est très personnel parce que ça m'a pas semblé simple, mais on dit régulièrement quand même que c'est plus simple parce que bébé il va manger comme nous et que tout va être, enfin voilà, on va tous se mettre à table et on va manger tous ensemble. Moi, je me suis Mm. toujours dit, déjà, là, je crois que j'ai vu un reportage sur la DME et que j'ai vu un enfant avec de la nourriture partout autour de lui et je suis beaucoup trop contrôle fric, je pense, pour ce genre de méthode. Mais ça, c'est C'est un ça. problème tout à fait personnel avec lequel j'essaie de dealer. Mais bon, Ouais. parlons pas de la propreté, mais est-ce que c'est... Ah mais Il y en a c'est les... important de parler de la propreté aussi, parce qu'en fait, il faut que cette méthode de diversification soit en accord avec toi-même aussi, en Ah tant oui, que oui, parent. ah ouais, Tu bien vois ce que sûr, je non, veux mais dire? ça ne me convenait pas. Soyons honnêtes, mon parquet est plein de Voilà, courgettes, c'est tu pas n'es pas la envisageable. seule. Je ne peux pas.
Mais t'as pas de chien aussi, c'est pour ça. Ah oui, puis, ah bah non, j'ai pas, voilà, j'ai pas de nettoyeur automatique au sol. La DME, l'injonction qu'on devrait avoir, c'est avoir un chien. Tiens, si t'as pas de chien, tu fais pas de DME. Ça commence à faire cher la DME là, s'il faut acheter un chien, nourrir le Ouais, chien. c'est compliqué. Ok, donc du coup, est-ce que bébé il peut vraiment manger comme nous? Alors non, ça c'est une fausse idée non plus, parce que vous imaginez bien que tu vas pas faire ton plat de lasagne et lui filer ton plat de lasagne où il va y avoir du sel, où il va y avoir des choses. Ouais. Alors il n'y a pas d'interdit à part le miel avant 1 an, mais tu dois pas trop saler, donc forcément. Et puis ben ton plat de lasagne entre 6 et 9 mois, il faut qu'il y ait des morceaux avec de taille particulière, de texture particulière. Donc forcément que ça va demander une préparation. Donc c'est pas in the zone la DME où du coup bah cool, tu vois, tu fais ton truc et tu le poses dans l'assiette de ton gamin. Non, il faut faire des préparations particulières, notamment dans les, je dirais dans les 2, 3 premiers mois où l'enfant n'a pas une préhension et n'a pas la capacité de mastication, comme je l'appelle croco ou vache dans mon livre, c'est-à-dire que croco, où l'enfant a les mouvements latéraux de la langue et peut écraser sur ses gencives, et la vache où il va ruminer. Alors c'est pas de la rumination, mais vous voyez l'idée, dans le sens où c'est une mastication plus rotatoire. Donc tant qu'il a pas ça, il faut adapter la texture et la taille. Donc ça va te demander de faire des boulettes de viande pour pas donner un morceau de viande comme ça, de faire des bâtonnets d'aliments cuits. Ta pomme, tu peux pas lui donner comme ça, donc il faut que tu la fasses cuire un petit peu pour qu'elle soit ramollie. Donc non, ce n'est pas manger la même chose. Et je pense que ce qui pourrait décharger la charge mentale, donc c'est une charge mentale en plus quand même, je pense. Et ce qui peut décharger la charge mentale, c'est plutôt de se dire comment j'adapte mon alimentation. C'est-à-dire qu'à la limite, je cuisine sans sel et comment j'adapte mon alimentation à mon bébé en faisant des tailles de morceaux que moi après je vais manger en carottes ou si je me fais une salade d'avocat, tu vois, des Ouais, trucs c'est comme ça. ça. Mais C'est ce que j'allais dire. Nous, typiquement, à la maison, on cuisine tous les légumes à la vapeur. Bon, il suffirait juste de les couper tous d'une voilà, certaine façon pour tout le monde. Et après, en effet, on peut en donner à exactement. bébé autant qu'aux adultes. Et là, ça, Ouais, ça colle. En exactement. fonction de vos Ouais. Mais habitudes, en tout est fait. crudité, voilà. Mais tout est crudité, tu vois, tes aliments en crudité. Par exemple, là, j'y pense parce que ça va être l'été. T'es obligé de l'adapter quand même en termes de texture à ton bébé qui commence la DME. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, donc en fait, l'un dans l'autre, qu'il faille cuire les légumes et les mettre en purée, ou cuire les légumes d'une certaine façon, un découpage, etc. Bon, l'un dans l'autre, ça revient au même, quoi, finalement. Dépend Oui, bah avec quoi oui. vous êtes à l'aise le plus et comment ça rentre dans votre Ouais. quotidien, et puis qu'est-ce que vous trouvez le plus important C'est ça. à l'instant T Et où vous le si ça faites. vous rassure qu'il mange la purée, eh ben vous gardez simplement un bâtonnet de carottes, vous lui donnez sa purée de carottes et puis il explore le bâtonnet de carottes à côté. Même attention, hein, je vais dire un truc, hein, mais même pendant qu'il mange sa purée, c'est-à-dire que vous lui donnez la purée, puis dans la main, eh ben il manipule son bâtonnet de carottes et il le met à la bouche, quoi. Et Oui. ça pose pas de problème en fait. Mm, mm. Oui, donc en fait c'est hyper rassurant tout ça parce que finalement on peut cumuler les méthodes, les mixer, les allier et voilà, quand on a un bébé qui n'a Oui, pas de difficulté particulière, tout est possible, donc autant juste exactement. faire en fonction de nous et de ce qui est gérable Ouais. pour nous. Et même si tu as un bébé qui a un frein, je pense aussi à nos enfants qui ont des trisomies 21, tu vois, Mm. ou des retards de développement comme la prématurité, il est possible de proposer des morceaux pour en même temps, tu vois, et très vite dans la diversification. Sauf que là, ça demande de se faire accompagner par un thérapeute. Mais je trouve que la diversification en amenant les morceaux très tôt est très intéressante pour l'enfant trisomique qui va avoir justement tendance à avoir du mal à rentrer la langue. Donc là, on va travailler la rétractation de la langue, l'orientation de la langue très tôt avec des méthodes d'alimentation autonomes, j'ai envie de dire, mais qui seront encadrées par un thérapeute en alimentation. Ok, très bien. Et donc du coup, dernière question, sauf si tu as autre chose à me raconter, tu me diras. Mais dernière question, à bébé qui ne semble pas avoir de difficultés particulières, peut-être pas dernière question, à bébé qui ne semble pas avoir de difficultés particulières, est-ce que la DME présente des avantages quand même par rapport à l'alimentation où on commence avec les purées? Bah, moi, j'ai envie de te dire non si tu commences les morceaux tôt dans la diversification en purée. C'est-à-dire que, Ok. tu vois, si tu fais un départ purée, puis dès qu'il tient assis, tu proposes des morceaux, Mhm. ben, en fait, il y a aucune plus-value à la DME.
Tu vois ce que Ouais, je veux dire? d'accord. Que ce qu'il faut retenir dans la diversification en morceaux, c'est la présentation le plus précoce possible des morceaux. Dès que l'enfant en a les capacités sensorimotrices, que ce soit notamment au niveau de la tenue assise, qui est le plus important. Mais après, si tu diversifies tôt en morceaux ton enfant, eh ben, il va pouvoir explorer plein d'aliments en morceaux et il aura un panel alimentaire varié avec une diminution du refus des fruits et légumes plus tard. Ok, et maintenant, la même question, mais à l'inverse. Si j'ai un bébé qui a des difficultés, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple de bébé où ce serait plus intéressant de démarrer avec la DME et un exemple de style de bébé où ce serait plus intéressant de commencer avec les purées? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Euh, oui, tu as des vignettes cliniques, c'est-à-dire que un bébé qui est très très hyper réactif dans sa bouche, avec un nauséeux qui va être très présent en antérieur, je pense que c'est pas une bonne idée de commencer directement les morceaux. Il va falloir faire une méthode un peu d'habituation progressive, ce qu'on a dit dans l'épisode de la préférence sain morceau, ou dans le sens où on va commencer avec des cuillères vides, mettre un grain de semoule, de purée et augmenter progressivement en fait pour pas faire surréagir l'enfant. Et après, je trouve que, par exemple, pour les enfants, je vais revenir sur les enfants qui ont une trisomie, dès qu'on a un tonus postural, donc le feu vert d'ergothérapeute, de kiné, de psychomote en disant « Ok, le tonus est OK », eh ben, on va pouvoir proposer des morceaux et ça peut être intéressant d'introduire des morceaux très, très précocement pour travailler la latéralisation et la rétractation de la langue. Mais de D'accord. façon, ce qu'on appelle un peu le slow feeding, tu vois, sur le côté, où du coup le thérapeute en alimentation ou les parents tiennent le morceau sur les côtés et c'est pas l'enfant qui met tout seul à sa bouche, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup j'adapterai la DME avec une guidance gestuelle de l'aidant ou du thérapeute pour travailler la rétractation et la latéralisation. Ok, bon, donc si on devait résumer, en gros, faites bien ce que vous voulez et ce qui vous plaît plus avec votre enfant. Réfléchissez aussi en fonction de vous et de ce qui est réalisable pour vous à l'instant T où la diversification commence. Est-ce que vous avez repris le boulot? Est-ce que vous êtes à la maison? Et voilà, il y a plein de choses en fait qui comptent là-dedans. Il n'y a pas un truc mieux qu'un autre. Je pense que là, on l'a compris. Il y a juste deux méthodes différentes. Et par contre, si votre bébé présente certaines difficultés, peut-être dans cette phase-là, 4-6 mois, où vous voyez des choses, qu'il y a des choses qui vous arrivent aux yeux, dont on a parlé dans l'épisode de la préférence sein solide, alors peut-être que là, c'est intéressant de consulter parce qu'il y aura peut-être une des deux méthodes qui sera plus confortable pour votre bébé qu'une autre et qui évitera de rajouter sur des difficultés alimentaires. C'est ça? Ouais, c'est complètement ça. Et puis, Pas de dogme. pas de dogme. Et tu vois, je vais aller un peu plus loin. Si vous voulez faire la DME le week-end et que la semaine, vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire de la purée, eh ben, soit, allez-y. Et à aucun moment, vous mettez votre bébé en danger. Et au contraire, ça sera chouette parce que le week-end, vous serez détendu, vous avez le temps de ramasser un peu tout le barda qu'il aura mis par terre, alors que alors que la semaine, vous le récupérez à 19h, il est fatigué, il n'a pas envie d'explorer les morceaux parce qu'il n'a pas la force aussi d'explorer les morceaux, il préfère sa purée. Eh ben, soit, vous donnez la purée et ça sera OK pour ça aussi. Ok, donc tout est possible. On va se quitter là-dessus. Si vous voulez, faites ce que vous voulez, quoi. Finally. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Et tout est parfait pour votre bébé tant que vous êtes ok avec ce choix-là. Et n'écoutez pas les dogmes. C'est-à-dire que pour moi, une méthode, à partir du moment où elle est restrictive, c'est qu'ils en ont pas compris l'intérêt. C'est-à-dire que la DME est hyper intéressante si on l'adapte à chaque enfant et si on permet aux parents de la vivre comme ils ont envie de la vivre. À partir du moment où on est extrémiste, une méthode devient dangereuse, mais je pense que c'est partout pareil et même pour la pensée. Ça marche pour tout. Bon, bah parfait. Quittons-nous sur ces belles phrases. Merci beaucoup, Marie, pour tes explications sur la DME. Je te dis à très vite. À très vite. Merci, Charlotte. Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue? Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience? Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans? Tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.